Fidèles abonnés de Manzik aussi, je dis bonjour et bienvenue dans votre émission autour de la question, là où vous posez des questions et nous vous donnons des réponses. Nous sommes au mois de mars, un mois dédié à la femme pour la cause des femmes, et aujourd'hui nous avons un plateau spécial 8 mars. Je suis avec des femmes spéciales qui déjà, je veux commencer par saluer sans plus tarder. Je veux commencer par Madame Solange. Madame Solange, bonjour. Bonjour, Madame Christelle. Madame Solange, vous êtes infirmière. Vous êtes également directrice au nursing de CH à Ngaliema. Comment ça se passe là-bas? Ça se passe bien. Ça se passe bien avec les malades? Ouais, nous recevons, nous soignons, nous donnons l'éducation sanitaire Voilà. et nous assurons les soins. C'est ça la femme. Et de l'autre côté, j'ai une dame aussi spéciale, Madame Dalia. Madame Dalia, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je vais très bien, merci. Voilà, Madame Dalia, c'est une femme engagée en politique. Elle est également avocate. C'est exact. Voilà. Comment ça se passe en politique? Alors, disons que ça va, certes, le climat actuel avec tout ce qui s'est passé à l'Est n'est pas très favorable, mais vraiment, nous gardons espoir que nous menons cette bataille et que nous allons gagner cette guerre. Nous allons gagner sûr et certainement. Voilà, c'est avec ces deux dames que je veux commencer avec la première partie de l'émission. Comme je vous l'ai dit, c'est un plateau spécial. Donc, il y a des femmes spéciales qui vont passer à tour de rôle pour débattre sur des sujets qui concernent les femmes. Il y a Madame Dalia, il y a Madame Solange. Je vais commencer par Madame Solange. On va d'abord commencer par parler de votre carrière en tant qu'infirmière. Comment ça a commencé? Donnez-nous une petite historique de votre parcours professionnel. Ok, merci. Je commence d'abord par remercier la chaîne qui nous a invités. Je remercie la journaliste ainsi que l'équipe qui ont voulu nous recevoir chez eux. Merci. En fait, je suis une infirmière, la directrice de nursing au centre hospitalier à Cram, comme tu viens d'évoquer. Je suis actuellement licenciée. On appelle infirmière licenciée. En fait, j'ai commencé mon parcours par être infirmière AD, qu'on appelle infirmière diplômée. Après le cycle, je fais le cycle de gradient, là en tant que mariée déjà. Et finalement, j'ai fini par le cycle de licence, espérant qu'avec l'aide de Dieu, on peut aller un peu plus loin. Ok, j'ai évolué au centre hospitalier à Cram. Ça fait déjà 24 ans. Je suis au centre hospitalier à Cram. Et Akram actuellement occupe au moins les 4 coins, je dirais, de notre capitale. Nous avons Akram Ngaliema, là où vous m'avez appelé, Akram Gombe, nous avons aussi Akram Matete et Akram Bongolo. Pour nous, nous avons un plateau technique complet. Nous recevons le malade, nous les hospitalisons. Les cas échéants, parfois nous sommes obligés de transférer. Mais au moins, la prise en charge est très bonne. Voilà au moins ce que je peux vous dire. Je suis mariée, mère de 7 enfants. La dernière fête aujourd'hui son anniversaire, donc elle a 15 ans. Profitez également pour la suite des anniversaires. Je t'aime beaucoup, Merveille. Joyeux anniversaire à toi, Merveille. Voilà, merci. Ok. C'est bon, joyeux anniversaire à toi. Voilà, vous avez dit que vous êtes mariée, mère de 7 enfants. Ok. C'est pas facile d'avoir ce genre d'engagement et être également mariée. Comment vous gérez cette pression entre la famille et le boulot? Comment ça se passe? Effectivement, tu as raison, c'est pas facile. Par là, je vais te dire que les deux premiers enfants, je l'ai eu quand je travaillais pas encore. Mais les autres, là, j'ai combiné le travail et les études. Et comment ça se passe? Bon, c'est question de s'organiser, ce n'était pas facile, mais quand on a la volonté, hein, on fait. Donc, c'est question de volonté de s'organiser. Bien que de temps en temps, on avait de l'aide, des membres de famille, des nounous, mais comme on avait cette détermination, c'est comme ça on a enfoncé. Et surtout, le 4e, je crois, je l'ai abandonné à 2 semaines parce qu'il y avait la session. Je devais les laisser commencer la session. Ce n'était pas facile, mais j'avais un objectif à atteindre. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Madame Christelle. On va parler des femmes, on parle des sujets qui concernent les femmes.
en tant que corps médical, quelles sont les maladies fréquentes des femmes? Quels sont les cas que vous traitez fréquemment des femmes? Bon, il y a beaucoup de maladies que nous appelons pathologies. Les différentes, les femmes viennent, il y a des problèmes de conception, il y a des problèmes épigastriques qu'on appelle vulgairement estomac. Régulièrement. Plus régulièrement, ici, chez nous, ici, nous sommes dans un pays tropical. Parmi les premières maladies, il y a la malaria qui s'amène. À part ça, il y a des cas un peu spéciaux. Dans les cas spéciaux, ce sont des femmes qui s'amènent pour le cas des gynécos. Donc, ceux qui ont le désir de concevoir, ceux qui veulent s'arrêter pour concevoir et ceux qui veulent demander comment faire l'espacement pour accoucher. Mais à part ça, nous avons encore les différentes maladies que nous sommes. Voilà, en tant que femme, il y a des choses que vous subissez dans le travail. Bon, c'est normal. Il y a des hommes qui normalisent, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez vraiment que ça change dans votre profession? Il y a des injustices que vous voulez que ça puisse changer? Oui, concernant les injustices, moi je vais lever un peu les tons pour dire que actuellement nous parlons de l'égalité. Mais quelque part là, pour nous, tout n'est pas pris en charge. Par exemple, tu vois, pour nos enfants, nos maris ne sont pas pris en charge. Il n'y a pas allocation familiale pour la femme qui travaille. On dit le mari doit tout subvenir. Mais pendant que je travaille avec mon conjoint de sexe masculin, nous fournissons le même effort. Pourquoi cette injustice-là? Pourquoi nous n'avons pas les allocations familiales? Quelque part, c'est pas juste. C'est pas juste. Nous voulons pour le moment, comme on dit, l'égalité, que nous puissions obtenir tout. C'est notre droit. Nous allons également en parler, l'égalité, ou encore la parité hommes et femmes très bientôt. Mais là, je m'en vais chez Madame Dalia, femme engagée en politique et avocate. Nous allons parler de votre parcours, comment ça s'est passé. Vous êtes très jeune et c'est pas facile aussi d'occuper le grand poste en tant que jeune femme. Et une petite historique de vous. Je pense que disons que jeune, s'il faudrait parler essentiellement de moi, je dirais, premièrement, je suis licenciée en droit de l'Université protestante de Congo. Et très vite, déjà en étant à l'université, je me suis engagée en politique au travers des différents partis politiques dans lesquels j'ai œuvré. Et lors des échéances électorales qu'il y a eu, je me suis présentée comme candidate au Front racial. Alors, disons que cette expérience reste très enrichissante dans ce sens qu'on apprend beaucoup sur les relations humaines, mais aussi on a une vision très exactement de comment est-ce que la femme peine encore à s'imposer dans les milieux politiques. C'est vrai que la loi électorale, celle de 2023, a promu des femmes, a voulu à ce que la représentativité des femmes au sein de partis politiques soit à hauteur de 50%, mais encore il ne faudrait pas simplement aligner des noms, mais il faudrait accompagner véritablement ces candidats-là aux élections avec les moyens financiers qui vont avec. Mais aussi, un autre aspect que l'on évoque très peu, c'est au niveau où les femmes elles-mêmes peinent encore aujourd'hui à faire confiance à des candidates femmes. Puisque nous parlons de faire représenter les femmes dans les institutions politiques, il faudrait aussi que les femmes qui ont la casquette électeur ou électrice puissent soutenir finalement les femmes qui sont candidates. D'où j'ai beaucoup aimé cette expérience. Ça m'a permis de voir un peu comment ça se passe. Vous savez, le milieu politique, ça reste un milieu où les hommes depuis la nuit des temps, ont toujours eu une certaine primauté et encore aujourd'hui, ils peinent à céder la place aux femmes. Mais je pense que, très simplement, aujourd'hui, la place des femmes, ce n'est pas quelque chose que nous devons quémander. C'est quelque chose où on doit s'imposer, on doit travailler pour mériter finalement cette place au sein de différentes institutions pour aujourd'hui donner l'exemple à la jeune fille
d'aujourd'hui qui deviendra cette femme demain, d'avoir des repères. Nous avons besoin que notre société, que les jeunes filles qui sont à l'école, qui sont en âge d'être scolarisées, puissent avoir des repères aujourd'hui. Vous savez, quand nous étions plus petites, on avait des femmes, des journalistes, je prendrai l'exemple peut-être de Madame Chantal Kalougo, il y avait des jeunes filles qui, il suffisait de regarder la télé, ah, moi j'aimerais être comme celle-là. Donc aujourd'hui, c'est important que cette image-là puisse être redorée à la fille pour lui dire que tu n'es pas seulement bien comme pour être journaliste, c'est un métier noble, tu n'es pas seulement faite pour être avocate ou secrétaire, mais tu peux aller plus loin, tu peux rêver grand. Pourquoi pas être la Kamala Harris de demain? Pourquoi pas être aux commandes d'une armée? Pourquoi pas? Et vraiment, tu n'as aucune limite parce qu'effectivement, les femmes, nous n'avons aucune limite. J'ai toujours dit, l'intellect, notre intelligence n'a pas de sexe. En tant qu'actrice politique, on va parler de la parité hommes et femmes. Exactement. Alors, quelle est votre conception de la parité? Alors, la parité, vous savez, très souvent lorsqu'on en parle, il y a des gens qui l'évoquent franchement sans peut-être comprendre même le sens du mot. En tant que juriste, je veux vous dire que la parité est même consacrée par notre Constitution, en son article 14, qui consacre effectivement la parité. Et c'est quoi la parité? Pour faire simple, la parité, c'est, nous parlons ici de l'égalité des chances. L'égalité des chances. Des chances, quand on parle des chances ici, on voit au niveau de l'éducation, la manière d'ester en justice. Donc tout ce qui fait que la personne humaine se sente citoyen. Et c'est cela où la loi dit, voilà, égalité entre hommes et femmes. Aujourd'hui, lorsque nous allons dans les écoles, je prends un exemple banal, moi qui ai fait le droit, je n'ai pas eu un cours où c'était spécialement femmes et spécialement hommes. C'était des cours où nous étions tous ensemble, où les professeurs donnaient la matière, à nous d'étudier et de venir passer nos examens. Et au travers de l'intelligence de tout un chacun, il y avait des femmes qui pouvaient exceller, tout comme aussi il y avait des hommes qui pouvaient exceller, mais déjà l'enseignement était donné à tout le monde. Déjà, c'est vraiment ça. Et d'une manière assez basique, d'abord, c'est ça la parité, c'est ce qu'il faut pour donner l'opportunité de donner, que ce soit aux filles, que ce soit aux garçons, les mêmes opportunités, les mêmes chances d'avancer et de construire notre société. C'est d'abord ça, il n'y a pas à tergiverser. Et ensuite, puisque nous sommes dans une société, nous déplorons encore certes certaines inégalités. Vous savez, les combats des femmes, c'est un long chemin. C'est vraiment un long chemin, mais nous ne pouvons pas ignorer aussi les avancées qui sont faites, celles qui permettent encore aujourd'hui que nous ayons des femmes dynamiques, et ça, nous ne pouvons pas ignorer. Et ça, effectivement, c'est grâce aussi au fait que les législateurs congolais a pensé à inclure la parité au sein de notre Constitution. Voilà. Comment évaluez-vous l'impact de politique de la parité sur la carrière professionnelle de femmes et plus largement sur la structure familiale et sociale? Alors, ce n'est pas très, comme l'a si bien dit Madame Solon, je vais la paraphraser un peu. Vous savez, les femmes, depuis la nuit de temps, que ce soit dans les champs et consorts, la femme avait toujours été multidisciplinaire. Elle était toujours dans plusieurs choses. Et ça, c'est la grâce finalement, c'est le courage qu'on doit lui reconnaître, la capacité de manager plusieurs activités. La femme, depuis très longtemps, pouvait aller au champ, faire son travail de champ, revenir cuisiner, prendre soin de sien. Et cette capacité d'être polyvalente, c'est quelque chose qui a toujours été très bénéfique aux femmes. Mais aujourd'hui, dans notre société, nous allons remarquer que les femmes, de plus en plus, elles ont des ambitions. Et ce n'est pas facile, comme l'a dit Madame Solange, de vouloir combiner. Mais ici, je pense qu'elle a bien souligné en disant que c'est d'abord la volonté, les objectifs lesquels nous nous assignons personnellement et la détermination qu'on lui met finalement pour atteindre ces objectifs. Donc, c'est toute cette étape-là. Donc, la femme peut combiner les études, prendre soin de son foyer, avoir une carrière dans n'importe quel domaine dans lequel elle veut se lancer et pouvoir s'en sortir, bien évidemment, si elle établit clairement ses objectifs et elle se donne les moyens avec une forte volonté de pouvoir, parce que vous savez, la société ne nous facilite pas toujours la tâche. Elle va vous décourager, ah mais comment, on va vous dire, voilà, comment vous allez laisser les enfants au nounou, vous voyez. Il y a tellement tous ces facteurs, mais je pense qu'une fois qu'elle est armée de cette volonté-là, la femme, elle est capable d'aller jusqu'au bout et rien ne peut l'effrayer sur sa mission. Ouais.
Quel est le message que vous pouvez lancer à toutes les femmes stigmatisées dans le mariage qui ont déjà des limites, qu'elles ne peuvent pas faire ceci, qu'elles ne peuvent pas faire cela? Quel est ce message fort que vous pouvez lancer en tant que juriste, avocate? Alors, un message fort, je vais peut-être être brute, c'est celle de dire aux femmes de bien choisir leurs compagnons. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous écouté le récit de Madame Solange qui nous a dit qu'elle a fait ses enfants, elle a fait ses 2 premiers enfants, elle était déjà mariée, mais elle a continué les études. D'où, déjà, si on arrive à trouver un bon partenaire qui comprend que la femme n'a pas juste à jouer un second rôle dans la société et qu'elle a les potentiels qui vont avec, et d'avoir cet homme qui vous accompagne. Parce que très souvent, on a ce problème de rencontrer des hommes qui se sentent blessés dans leur ego, de croire que non, parce que la femme travaille, soit elle sera plus élevée en société, et tous les préjugés qui vont avec. D'où, c'est d'abord, la première des choses pour moi, c'est de faire un excellent choix d'un partenaire qui comprend votre vision et qui vous accompagne. Parce que si on vit avec quelqu'un qui ne vous accompagne pas, ça sera l'un des premiers moteurs qui va vous freiner finalement. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous comprend, qui peut comprendre que, vous voyez, quand on a un bébé de 2 semaines, comme Mme Solange l'a dit, un bébé de 2 semaines, aller passer les examens en session, un autre homme va se dire, tu négliges mon enfant. Mais non, il faudrait avoir vraiment quelqu'un qui comprend cette vision, qui vous accompagne. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est d'abord la personne elle-même, l'individu, où est-ce que vous voulez aller? Vous avez des objectifs, quelle est votre vision? Comment vous pensez les atteindre? Tout doit être établi de manière claire, et avec ça, on peut concilier effectivement les deux et avancer. Donc le conseil ici que je dirais, la première des choses, c'est de faire un bon choix, parce que je suis juriste et selon nos lois, ici, lorsqu'on parle d'un ménage, c'est là où les facteurs parité ne va pas apparaître, parce qu'au sein d'un ménage, l'homme, effectivement, puisqu'on ne peut pas avoir deux capitaines sur un même bateau, donc l'homme occupe la place du chef de ménage, occupe la place du chef de foyer. D'où, si tu veux avoir si tu as des ambitions, donc tu as le devoir aussi de te dire, je veux un chef qui acceptera, voilà ce que j'ai comme projet, ce que j'ai comme ambition. D'où il y a ce choix de partenaire qui revient, et aussi toi-même aussi la volonté. C'est vrai qu'il y a ces hommes au premier abord vont te dire, oui, je vais t'accompagner, mais plus on voit la femme monter, plus certains deviennent craintifs. C'est bien dommage, mais moi, j'insiste sur la détermination. Ça, c'est la chose la plus importante. Le courage de oser, de se lancer. Comme je dis, il n'est jamais trop tard pour revenir sur le banc de l'école. Il faudrait simplement être courageuse et être déterminée. Y a-t-il des exemples d'une jurisprudence vers une meilleure parité? Alors, la question elle me paraît assez vaste, mais je vais essayer de l'étayer un peu d'une manière. Aujourd'hui, dans notre pays, avec le gouvernement souminois, si on doit parler de la parité et se référer à un gouvernement, on peut se dire qu'il y a eu une avancée. Il y a eu une avancée considérable du fait qu'aujourd'hui, nous avons 32% de femmes au sein des institutions. Donc, nous sommes passés quand même de 18%, de 22% avec le gouvernement Sama à 32%. C'est énorme, c'est très bien, c'est à saluer. Mais pour un pays comme le nôtre, où nous avons pratiquement 51% des femmes, on estime qu'en République démocratique du Congo, la gente féminine s'élève à hauteur de 51%. On va se dire encore, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à faire. En temps normal, nos assemblées nationales, même les Sénats, devaient être envahis par les femmes, puisque les femmes, elles sont majoritaires. Mais il faudrait soulever ici que lorsque nous parlons des institutions, je l'ai évoqué tantôt, en disant qu'il y a beaucoup de entrants. J'ai été candidate, j'ai évoqué la question de financement. Il faut se dire la vérité. Les femmes, dans notre société aujourd'hui, elles sont majoritairement pauvres. Pourquoi je le dis? Parce que la majorité des femmes encore aujourd'hui dépendent des hommes, dépendent de leur époux. Tout ce qui fait qu'elles n'ont pas cette liberté, cette autonomie de s'engager dans certaines démarches. Et aussi, il y a la situation économique aussi. Que même les femmes qui travaillent, il y a cette question, j'ai bien aimé ce que maman a dit, c'est en parlant aujourd'hui des inégalités salariales.
dans plusieurs sociétés, nous avons les femmes qui reviennent au même poste que les hommes, mais bizarrement, on se rend compte qu'elles ne touchent pas les mêmes avantages, les mêmes salaires que les hommes. Tous ces éléments-là font que les femmes, finalement, ne peuvent pas s'engager fortement en politique, parce que qui dit la politique parle des moyens, parce que quand il faudrait aller en campagne, c'est les moyens, quoi que l'on dise, c'est les moyens financiers qui doivent être engagés. Et ça devient finalement des freins à l'avancement même des femmes en politique. Donc, aujourd'hui, au niveau des jurisprudents, nous avons des exemples. Aujourd'hui, certes, nous avons une première ministre femme, quelque chose que je salue fortement. Après, il y a toujours des choses qu'on a à redire, mais dans son ensemble, aujourd'hui, nous évoluons très bien. Que ce soit chez nous, ici en RDC, ou à l'extérieur, nous voyons encore des femmes qui postulent comme candidates président, et il y a celles qui remportent, et nous voyons que c'est devenu normal aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne peut plus choquer un Congolais 2 ans après, 5 ans après le gouvernement Siminois de revoir une autre femme revenir comme première ministre. D'où parce que dans notre intellect collectif, ça sera quelque chose qui ne va plus choquer, ça sera normal. Mais comme j'ai toujours dit, il faudrait insister sur la méritocratie, la compétence qui va avec, parce qu'il ne faudrait pas simplement placer des femmes parce qu'il faut placer des femmes, mais il faudrait placer des femmes parce qu'elles sont compétentes et elles peuvent apporter quelque chose dans la société. Effectivement. Juste une petite, et c'est une dernière question pour vous. C'est une question de curiosité. Vous êtes dans quel parti politique? Alors, depuis un certain moment, disons qu'après les élections, j'ai décidé de me retirer de toute activité politique, de rester plutôt dans cette casquette d'analyste politique. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, où je suis très active, ou sur certains plateaux télé, où j'aborde des questions d'actualité. Donc, disons que j'ai plutôt décidé d'arborer la casquette d'analyste politique. Je dis ce que je pense au regard de la situation et je partage mes écrits. Voilà. Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, tel est le thème de l'ONU. Le thème national, c'est la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Nous allons en parler. Madame, qu'est-ce que ce thème comment vous pouvez expliquer ce thème selon vous, selon votre façon de voir et de comprendre le thème? Ok. Selon les Nations Unies, c'est pour toutes les filles, les femmes, égalité, droit et autonomisation. Alors, si vous avez bien suivi, madame, elle a vraiment ressorti presque tout. Quelque part, nous allons avec les droits, c'est son domaine. Et tu as vu ce qu'il a parlé. C'est les droits, mais parfois nous ne jouissons pas de ces droits-là. Parfois c'est privé. Donc quelque part là, nous devons vraiment faire cet effort que nous puissions bénéficier de ces droits, comme ça s'est dit. L'égalité, oui. Maintenant là, on commence à aller. C'est ça notre but, mais nous devons encore beaucoup travailler pour ça. Parce que jusque-là, ça ne se fait pas vraiment ressentir. Et l'autonomisation. Au fait, la femme, tel le Seigneur l'a créée, c'est quelqu'un qui est une manager. La femme est un peu partout. C'est question maintenant qu'il puisse avoir un coup de pouce, la femme. C'est la pauvreté qui fait que nous soyons là où nous sommes. Sinon, la femme est capable de tout. C'est comme ça nous demandons à nos jeunes filles de pouvoir voir un peu loin, d'avoir une vision, pour voir à la longue comment être autonome, comment être indépendante. Donc une fille qui travaille, ne pas se contenter seulement, je vais me marier et après, tu crois tout, c'est le mari qui va prendre en charge. Non, toi-même, tu dois être aussi autonome. Tu dois pouvoir te vêtir, tu dois pouvoir aider la famille, tout ça. Donc ça demande que les filles aient aussi une vision pour pouvoir aller de là. Voilà, la Congolaise au centre de toutes les attentions. Tel est le thème national de notre pays. Comment vous pouvez l'expliquer? Alors, je pense que c'est un thème qui évoque un peu l'ensemble de tout. Vous savez, la femme congolaise, elle a toujours été très dominante au sein de notre société au travers de ses différentes activités. D'où aujourd'hui, c'est important de remettre en lumière les activités que font les femmes et de pouvoir surtout les encourager à se développer encore plus. Et comme je l'ai tantôt dit ici,
et Madame Solange l'a repris, nous avons besoin des femmes qui comprennent qu'aujourd'hui, être indépendante, c'est d'abord un bien-être pour elles-mêmes d'abord. Voilà. Ce n'est pas un affront. Parfois, je lis un peu sur les réseaux sociaux où on parle d'indépendance. C'est comme si c'était un affront contre les hommes. Non, je crois que les hommes, il faudrait que les femmes, nous puissions comprendre que les hommes sont nos partenaires. Dans cette société, les hommes sont nos partenaires. D'où il ne s'agit pas ici de faire affront contre eux, parce que ces hommes-là sont nos maris, sont nos pères, sont nos frères. D'où D'accord. ici l'idée est de faire comprendre d'abord à la gente féminine elle-même qu'elle a besoin d'être indépendante, d'abord pour son bien-être, pour sa Voilà. propre sécurité. Ok. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux rêver d'un bon mariage, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. L'homme peut décéder, ça peut mal se passer, il peut y avoir séparation. Mais après, si vous aviez tout misé finalement sur un mariage, comment vous faites après? Comment ça va se passer l'après? Vous savez, j'ai la chance d'encadrer beaucoup de femmes autour de moi, entre autres les femmes veuves. Il y a des femmes qui ont gardé leur travail, elles étaient couturières, elles ont perdu leur mari, le mari n'est plus, mais elle a continué avec sa profession. D'où j'aime entendre lorsqu'on dit que le premier mari même de la femme, c'est son travail, c'est ce qu'elle sait faire. Parce qu'aujourd'hui, on peut se réveiller matin, on dit, bon, écoutez, ça ne marche pas, mais comment tu vas t'en sortir? Les enfants, certes, vont compter sur papa, mais ils ont aussi besoin de compter sur leur maman, de savoir que notre maman aussi est capable de soutenir même, parce qu'aujourd'hui, la société, la situation économique est telle que c'est difficile pour tout le monde. Même les hommes aujourd'hui ont besoin de se sentir épaulés. Si au moins il peut payer à manger, mais il peut aussi, au moins savoir que quand il va rentrer le soir, au moins la télé ou bien un abonnement de la télé, maman peut soutenir. Donc vous voyez un peu, c'est un partenariat, ce n'est pas uniquement déposer toute la charge sur la tête des hommes. Ça n'enlève pas non plus les hommes de la responsabilité de chef de ménage et tout. Mais puisque c'est une union, c'est un partenariat, c'est une équipe, les gens doivent se soutenir. Et même les femmes qui, certainement, qui ne sont pas encore mariées, il faut qu'elles se disent, quand je rencontre quelqu'un, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte à cette personne? C'est vrai que je suis belle, j'ai une belle silhouette, mais qu'est-ce que j'apporte de plus? Parce que vous savez, les beautés, on en voit partout. Et j'aime le dire, vous savez, là où la beauté ne va pas vous ouvrir les portes, c'est ce que vous avez dans la cervelle qui peut vous ouvrir les portes. Donc, c'est juste ça. Voilà. Nous allons directement entrer dans notre sujet du jour. La femme congolaise face aux réalités du 21e siècle. Il y a tellement beaucoup de réalités, mais aujourd'hui, nous allons parler sur 4 réalités. La première, c'est le phénomène Sugar Mami. Vous avez déjà entendu parler de ce phénomène? Disons qu'un tout petit peu. Je suis assez active sur les réseaux. Maman Solange Kano? Oui, un peu. Oui. Un peu. Oui. Voilà, c'est... Mais ça existe. Oui, ça existe. C'est quelque chose qui n'existait pas au XXe siècle. Voilà. Aujourd'hui, on voit 2 mamans épouser 2 hommes qui auraient l'âge de leurs enfants. Aujourd'hui, on voit de grandes dames être en relation en relation amoureuse avec des petits garçons de 17 ans. Chose qui n'était pas acceptable dans le XXe siècle. Bon, on peut dire que ça se faisait, mais c'était en coulisses, si on peut le dire comme ça. Mais aujourd'hui, c'est public et ils sont fiers de s'exposer en public et puis voilà. Pour vous, c'est normal qu'une femme âgée puisse épouser un homme qui aurait l'âge de son fils? Alors, du point de vue juridique, puisque vous avez évoqué la question d'un enfant mineur, je dirais qu'il s'agit là d'une infraction et de ce qu'on dirait un détournement de mineur. Et ça, c'est puni par la loi de la République. Alors, du point de vue sociologique et de la morale, j'aimerais faire une distinction. Parce que lorsqu'on parle d'une femme âgée et d'un homme qui serait moins âgé, attention. Aujourd'hui, je pense que avec l'ouverture même d'esprit de la société, nous voyons de plus en plus, par exemple, des femmes qui sont peut-être aînées de 3 ans, que leur mari est vivre dans le mariage. Je pense que nous en connaissons des couples pareils, même si parfois ça reste encore très tabou dans notre société. Nous connaissons
de ce genre de couple. Et moi, je pense que je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Je pense que puisqu'il s'agit des adultes, des personnes adultes, majeures et vaccinées, je ne veux pas m'engager à dire, à leur faire la morale, est-ce que c'est bon ou pas. Je me suis plutôt attardée lorsqu'il était question d'un mineur. Là, je vous dis catégoriquement non, parce qu'au regard de la loi, c'est une faute. Il faudrait sanctionner ce type de personnes et dénoncer. Mais quand il s'agit, par exemple, d'une femme adulte avec un homme adulte, libre à eux. Là où, sur le point de vue moral, puisque j'ai sectionné en 3, sur le point de vue moral, là maintenant, il y a encore un problème. C'est lorsqu'on a, par exemple, on a affaire à une femme qui a 50 ans, qui décide d'être en relation avec un garçon de 20 ans, 25 ans. Ça reste une personne adulte. Au regard de la loi, il ne s'agit pas d'une infraction. Ils sont libres. Mais du point de vue de la morale, vous savez, nous sommes dans une société où d'abord la société, elle est très patriarcale. L'inverse ne choquerait pas beaucoup. Vous voyez, un homme de 50 ans prendre une épouse de 25 ans, ça ne va pas beaucoup choquer. Mais par rapport aux femmes, la société a tendance à être très dure. D'où, du point de vue de la morale, dans notre société, elle n'est pas bien vue. C'est pas une mentalité qui est la nôtre et qui est acceptable. Et même ces types de couples, comme vous l'avez dit, ils se montrent maintenant. Je suis peut-être étonnée, je n'en ai pas encore vu. Il y en a plusieurs. Mais je dirais que du point de vue de la morale, pour notre société, c'est très condamnable. Mais du point de vue de droit, quand il s'agit d'un mineur, ça pose un problème. Mais s'il s'agit d'une personne adulte vaccinée, un jeune de 25 ans qui fait... Écoutez, ils sont adultes, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Là, mais quand il s'agit de toucher tout ce qui va hors la loi, oui, la loi intervient. Et du point de vue de la morale, notre société est très, très patriarcale. Il y a des choses qui n'est pas acceptable, qu'on a du mal à le concevoir dans notre société. Peut-être ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup copier de l'Occident et à oublier même nos propres valeurs africaines. Et voilà, c'est un peu tout ce désordre qu'on a aujourd'hui et du point de vue de la société, ce n'est pas acceptable. Voilà. Maman Solange, c'est quoi votre avis par rapport à ce phénomène? Ok, le phénomène, c'est comme madame vient de dire. Effectivement, quand ça ne se fait pas voir, là je parle d'une façon physique, ils sont à peu près de même âge, tu ne sauras même pas distinguer qui est grand, qui est petit. Ça peut marcher. Mais quand tu vois un écart d'âge là, ça sonne mal. Mais on dit que c'est l'amour n'a pas d'âge. C'est pas seulement ça, il faut voir aussi notre authenticité. Ça ne marche pas dans nos valeurs africaines. C'est quelque chose qui choque surtout nous les parents. Est-ce que tu accepteras aujourd'hui, je pose un petit garçon, l'enfant d'autrui, à mon âge actuellement, prendre un enfant de 20 ans. Vraiment, j'ai de l'amour à l'égard de cet enfant-là. Non, non, non. Ça, je peux dire aussi, c'est la méchanceté. C'est vraiment la méchanceté. Bien que l'amour est là, mais ce n'est pas ça. Moi, personnellement, en tant que maman, je condamne. Vraiment, je condamne. Surtout quand l'écart est vraiment remarquable. Non. S'il vous plaît, revenons un peu à la Bible. Ce n'est pas ça. Nous ne pouvons pas accepter. Donnons la chance à ces jeunes garçons-là d'avoir quelqu'un de son âge. Ils vont évoluer normalement. Parce qu'à mon âge comme ça, bientôt là, je ne sais pas, le Seigneur va me prendre. Je suis déjà ménopausée. Qu'est-ce que je vais apporter à ces jeunes garçons? Il a encore son avenir devant lui. Tu ne vois pas que quelque part, je barricade son avenir. Ce n'est pas intéressant. Et même si les jeunes sont là pour suivre les mamies là, parce qu'ils ont de l'argent, tout ça. Ce n'est pas ça l'amour. Si on doit suivre seulement l'argent, ce n'est pas l'amour. Et au finish, ça sera quoi? Quand il n'y aura plus l'argent, ça sera quoi? On parle de l'amour, on ne parle pas de l'argent parce que c'est ça la justification de quand ces dames. Quand tu suis le soubassement de là, c'est l'argent qui prime. C'est toujours question d'argent. Oui, ça je te dis, maman. Moi, quand il n'y a pas l'argent, tu ne verras pas ces jeunes garçons-là suivre mamie. D'accord. On va passer au deuxième sujet. Nous allons parler de l'indépendance et l'autonomie de jeunes filles. Donc, je vais un peu expliquer l'indépendance et l'autonomie de jeunes filles.
c'est quand on voit, bon, c'est une nouvelle tendance, si je peux le dire comme ça. Ok. Il y a de filles, vous allez voir, 19 ans, Ok. 18 ans, 20 ans qui quittent la famille pour Ok. aller s'installer ailleurs, seules. Et puis elle s'est dit que voilà, je vais être autonome, je vais être indépendante, je ne veux plus vivre avec ma famille sans pour autant être mariée. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Est-ce que vous encouragez cette façon de faire? Nous avons la mentalité africaine. Nous ne Parce sommes que pas n'oublions européens. pas, on vient de parler de l'indépendance de la jeune fille, on parle Effectivement. de l'autonomie de la jeune Ok. fille. La jeune fille qu'on prépare pour l'indépendance, ce n'est pas à l'âge là, en tant qu'élève, étudiante, elle n'a pas encore de ressources pour te dire non, maman, maintenant je vais sortir pour aller. Qui va financer là-bas? Quand est-ce Hein? qu'une jeune fille peut prendre son autonomie? À quel âge précisément? Normalement, nous disons déjà à 18 ans, quelqu'un est majeur. Mais chez nous, n'oublions pas que pour le moment, tout le monde vise à aller plus loin dans les études. 25 ans, tout ça. Moi, je dirais, après 25 ans, par exemple, Yaya a fini, il a son travail, il peut être stable. À ce moment, il peut vous dire, maman, non, je peux avoir un petit appartement, je serai là. Mais toi, pendant que tu es encore étudiant, tu es encore élève, la personne à qui nous devons venir en aide, tu me dis aujourd'hui, tu vas quitter la maison pour aller faire quoi? Donc, tu vas t'exposer. Là, tu seras libre de faire tout ce que tu là, voudras. vous êtes carrément Sur ce contre. point-là, je suis catégorique. Voilà. Oui. Nous devons protéger cette jeunesse-là. Pour ou contre, Madame Dalia? Alors, pour ou contre, il faudrait d'abord développer avant de s'avancer là-dessus. Aujourd'hui, voir une jeune fille de 18-20 ans qui voudrait avoir une autonomie en disant, voilà, je peux aller vivre ailleurs, loin de mes parents. Attention, il faudrait d'abord contextualiser les choses. Pourquoi je dis cela? Effectivement, on le voit par exemple en Europe ou dans d'autres pays occidentaux ou en Amérique, où les jeunes de cet âge-là, effectivement, peuvent se permettre un tel envie d'autonomie. Tout simplement parce que la situation économique de ces pays est différente des nôtres. Parce qu'au regard de la loi, comme maman l'a souligné, 18 ans, on est mineur, mais je pense... À 18 ans, on est mineur. Pardon, on est majeur. Je pense que jusqu'à 22 ans, l'État congolais sait qu'effectivement, ce jeune de 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui est majeur, mais l'État n'ignore pas que selon notre vécu, notre réalité économique, à 90%, ce sont des jeunes qui sont encore sous la responsabilité des parents. En termes de paiement de frais de scolarité, les vestimentaires, la nourriture. Je suis moi-même enfant de fonctionnaire de l'État. Je me souviendrai que c'est pratiquement à mes 23 ans, un jour, je suis allée à Accra pour les soins, on m'avait refusé. On m'a dit non, plus toi, tu n'es plus acceptable. Parce qu'on estime que jusqu'à 22 ans au moins, cette personne-là est encore sous la main des parents, la responsabilité des parents. Certes, il peut y avoir des exceptions, ou des enfants qui, dès qu'il a fini les études d'humanité, a pu trouver un travail et tout ça. Mais connaissant notre situation, notre propre réalité, ça reste encore très infini. Donc, c'est encore tout petit. D'où, à cet âge-là, je serais contre, parce que, comme l'a dit maman, 18 ans, quelles sont les ressources que vous disposez pour prendre un appartement? Quelles sont les... Et il faudra aussi souligner aujourd'hui, quand ces jeunes décident de prendre une telle initiative, à majorité, c'est lorsque les parents sont démissionnaires de leur rôle. Bon, prenons l'exemple d'une fille qui travaille, qui a déjà fini ses études, parce que il y a des filles qui finissent les études à 22 ans, elle est déjà licenciée, elle peut trouver son travail, elle veut être indépendante, elle veut quitter la maison de parents, vivre seule, vivre sa vie. J'allais venir. Voilà. Donc, il y a ce premier aspect et il y a le deuxième aspect qui est
voilà, cette jeune femme qui est autonome, qui gagne sa vie, qui estime que pour des raisons, parfois des distances, il y a des filles, par exemple, elles se disent, voilà, moi je travaille en ville, mes parents, par exemple, habitent vers Matadi-Kibala, aujourd'hui avec le trafic à Kinshasa, ils se disent, je peux essayer de me rapprocher peut-être vers une commune un peu Yolo, Kalamou, pour être un peu plus proche, au lieu de me taper 3 heures, 4 heures d'embouteillage. Pour cette personne-là, ça tient la route, parce que je me dis, elle est autonome, elle est responsable, elle saura prendre soin d'elle, et même au niveau des parents, ils peuvent être tranquilles. Parce que n'oubliez pas que... En cas de refus. Laissez-moi finir. N'oublions pas que très souvent, les parents africains, même lorsque la jeune femme a peut-être 30 ans, ont tendance à toujours refuser. Elle est toujours enfant. Dire non, ça va faire ça ne va pas bien paraître par rapport au regard de la société. Mais très bizarrement, c'est les mêmes parents, lorsque cette fille va, par exemple, aux États-Unis, dit voilà, là où j'ai été accueillie, ça ne va pas, je dois prendre un appart. Là, il n'y a pas de problème. On ne s'inquiète pas. D'où, je pense qu'il y a un peu ces petits complexes où on a encore du mal à vouloir libéraliser les choses ici. D'où, si c'est une personne adulte capable de s'occuper d'elle-même, d'être disciplinée, parce que la vie d'adulte, c'est une vie de discipline. Il faut être discipliné, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Ce n'est pas parce que tout est permis que l'on doit tout faire. Voilà. D'où, à cette personne-là, libre à elle, que ce soit fille, garçon, pour moi, oui, si elle se sent libre, elle peut y aller et les parents devront bénir. Donc, il y a un peu cette manière où j'essaye de catégoriser pour illustrer dans quel contexte les choses peuvent être différemment. Effectivement, elle peut se dire, je suis dans une famille où je gagne un peu plus, je crois que je vais me sentir un peu à l'aise. Vous savez, on veut éviter les disputes avec maman qui aujourd'hui voudrait préparer le pondou alors que toi, tu voulais manger le haricot. Voilà un peu. Ça reste des débats normaux, mais je pense que en tant qu'enfant et les parents, ils doivent y avoir une conversation, discuter et les parents devront avoir confiance en leur enfant s'ils estiment que c'est bon. Et je crois que tout doit être fait autour de la discussion. C'est vrai qu'il y aura toujours opposition parce qu'il y a certains parents qui sont encore très, très fermés d'esprit. Voilà. Mais je crois que la fille, si elle est capable de faire changer d'avis à ses parents, elle peut les conduire. Parce qu'elle peut tout se dire, écoutez, je travaille certainement à Kinshasa, et si je demandais une mutation pour aller dans une province où je n'ai pas de famille, comment je fais? Vous allez venir avec moi? Vous voyez un peu. Donc, vous êtes l'église au milieu du village. Je viens catégoriser. Elle est vraiment contre. Maman Solange est vraiment contre. Voilà, c'en est fini pour cette première partie de notre émission. Mais nous ne pouvons pas nous séparer comme ça, sans pour autant remercier mes invités. Les dames, je vous dis un grand merci pour votre participation. Merci à vous pour l'invitation. Je rappelle que j'étais avec Madame Dalia Chilanda, femme engagée en politique et avocate. Et j'étais aussi avec Maman Solange Kano, qui est infirmière, directrice de nursing, CH Akram Ngaliema. Est-ce que vous avez... c'est quoi le mot de la fin? Mais avant d'avoir vos mots de la fin, j'aimerais que vous puissiez glisser un mot pour les femmes de l'Est. C'est très important, nous sommes là, nous parlons, mais il y a ces femmes qui vivent de choses, des atrocités, et elles ont vraiment besoin de notre soutien. Madame Dalia, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes? Alors, en cette période très difficile que traverse le pays, mes pensées se dirigent vers ces femmes. Vous savez, lorsqu'il y a des conflits armés, il y a une guerre, parce qu'aujourd'hui nous sommes en guerre, effectivement, une guerre injuste qui nous est imposée. Les femmes sont les premières victimes du fait qu'elles se retrouvent au milieu de ce conflit-là et l'agresseur va utiliser les femmes pour, encore une fois de plus, malmener un camp ou un autre. Vous voyez un peu d'où la femme aujourd'hui, elle se retrouve au milieu de ça. Il y a des femmes qui sont violées. Nous avons passé plus de temps à déplorer cela et nous espérons que à l'allure de différentes tractations politiques qu'il y a et aussi des sanctions. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir des sanctions, des voix qui s'élèvent pour condamner l'agresseur qui est le Rwanda, pour dire effectivement c'est assez. Et nous espérons que la paix va revenir à l'Est et que l'État congolais prendra soin
au travers des différents corps médicaux, les infirmières, les médecins, pour assister, les psychiatres, pour assister les femmes, mais aussi les enfants qui vont vivre des atrocités énormes, des énormités que l'on saurait détailler avec des mots. Et je reste très positif. J'espère que cette vague va passer, ce vent va passer, et nous allons nous relever encore plus fort en tant que peuple, et nous allons revenir ici pour parler de ce que nous avons apporté, que les femmes ont apporté à notre société. Voilà un peu. Madame Solange. Bon, à nos femmes, à nos mamans, nos jeunes filles de l'Est, vous n'êtes pas seules, nous sommes ensemble. Les moments sont durs, nous le savons, nous ne vous abandonnons pas dans nos prières, mais nous avons cet espoir que ça va changer. La paix reviendra dans notre pays et nous allons vivre vraiment en paix. Laisse que vous soyez vraiment soutenus par nos prières. Et nous remercions aussi nos autorités pour tous les efforts qu'ils sont en train de fournir pour qu'il y ait la paix à l'est de notre pays. Merci. Voilà, merci. C'en est fini pour cette première partie. Nous allons prendre une petite transition et on se retrouve tout juste après. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de notre émission spéciale le 8 mars de l'émission Autour de la question. Là, j'ai encore deux spéciales dames, puisque c'est notre mois et puisqu'aujourd'hui c'est un jour spécial, j'ai deux dames qui sont spéciales. J'ai une femme infirmière, j'ai une infirmière ici sur le plateau et j'ai encore une femme engagée en politique à qui déjà je dis bonjour madame. Bonjour madame Castel. Elle c'est madame Noëlla Koya Diallo, femme engagée en politique et présidente de Prestige Club. Déjà, comment ça se passe à Prestige Club? Quelles sont vos activités? On a plusieurs activités, donc normalement l'activité principale, c'est l'encadrement de jeunes femmes et l'accompagnement de femmes, donc toutes les femmes et de jeunes aussi. Donc il y a plusieurs activités, ça dépend aussi de période, parce que pendant la période des activités scolaires, nous organisons des concours de dictée pour essayer de stimuler et de motiver les élèves. Donc on essaie un peu de placer nos activités par rapport à chaque période qu'on trouve important. Voilà. Et ça a commencé quand et comment? Bon, l'initiative est venue parce que je me disais, j'ai toujours eu cette envie-là d'être entourée de jeunes. Et une fois, j'ai été, je pense, invitée à la commune de Ngalima, mais dans le quartier, on appelle, comment on appelle ça? Un quartier juste à côté, Sangamamba, voilà. J'ai été invitée là-bas, mais il y a eu plusieurs questions de frais scolaires. Je me suis dit, bon, j'ai pas assez d'argent pour essayer de scolariser tous ces enfants. Pourquoi ne pas faire un concours et le gagnant sera peut-être accompagné? Et c'est comme ça, j'ai enregistré, je pense, 30 élèves et il y a eu 5 gagnants qui ont été scolarisés grâce à nos efforts et les autres ont bénéficié de kits scolaires. Et c'est comme ça que l'initiative est partie. Et ça a commencé avec les élèves et puis après c'était les femmes avec Yukele Matomboa. Donc c'est le genre de microcrédit qu'on donne aux femmes et pour que les femmes puissent essayer de faire quelques activités commerciales. Voilà. Ça a commencé quand précisément? En quelle année? C'était en 2016. Ça a commencé timidement en 2016, mais en 2017 et en 2018, c'est là que ça a vraiment essayé d'émerger rapidement. Voilà. En tant que femme politique, femme engagée en politique, parlez-nous de votre parcours, comment vous avez commencé. J'ai commencé ma carrière politique au PPRD, dans la cellule de base Jeune Leader. Et j'ai évolué là-bas. J'ai été nommée comme présidente de Jeune Leader Ngalima. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière politique auprès de l'excellence Papi Pongu. J'ai été encadrée par mon aîné Popo Djekate. Et puis j'ai été recrutée à la Ligue de femmes du PPRD par Madame Janine Mabunda. J'ai été recrutée comme son assistante et jusqu'aujourd'hui, je suis son assistante à la Ligue de femmes du PPRD. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire la politique? Parce qu'aujourd'hui, faire la politique en tant que femme, c'est pas facile. C'est un milieu où c'est plus réservé aux hommes, selon la conception d'autres femmes.
qu'est-ce qui vous a motivé? Il y a eu quelqu'un qui vous a poussé ou c'est juste une envie de le faire et puis voilà. Bon, je pense que je peux dire que c'est tout le monde qui fait la politique, hein. Mhm. Vous êtes soit actif, soit vous parlez de la politique. Parce que même lorsque vous êtes à la maison, vous allez même entendre, même vos femmes ménagères, ou soit, bon, elles ont toujours l'habitude de dire, bon, que vraiment, hein. Donc, c'est l'inquiétude que tu as pour ton pays, le besoin que tu veux, donc le changement que tu veux avoir pour le pays, c'est ce qui te pousse même à faire la politique, de discuter sur des questions qui touchent ton pays. Parce que la politique, on ne parle pas seulement de postes, mais on parle de tout ce qui concerne le climat du pays, tout ce qui concerne les activités économiques et tout. C'est ça, ce sont des questions politiques. Donc, le changement, le développement du pays, ce sont ça de questions politiques. Et du coup, quand tu veux changer de choses, quand tu veux apporter quelque chose pour ton pays, bon, il y a la table qui est là, tu rejoins la table, tu dis, voilà, moi, je propose telles idées. C'est comme ça qu'on commence la politique, en fait. La politique, on ne vient pas pour de postes, mais on vient pour donner des idées. C'est ça. Donc, les idées que tu as en toi, c'est ce que tu viens avec pour essayer de le partager avec les autres, vous en discutez, et puis vous trouvez un terrain d'attente. Voilà. Dans un milieu, la politique, c'est un milieu dominé par les hommes. Parce que jusque-là, on n'a pas encore atteint le quota. On est à 30% si je ne me trompe pas. Alors, comment vous faites pour que votre voix, vos idées, vos opinions soient entendues? Bon, et appliquées. Bon, je peux juste te dire qu'il faut briser la peur, en fait. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas un milieu où on est écrit uniquement pour les hommes, non. Donc, c'est ta façon d'approcher, c'est ta façon d'aborder les sujets, c'est ta façon de réfléchir qui te fera vraiment distinguer. Parce que tu ne viens pas là-bas pour séduire les hommes, mais tu viens pour apporter des idées. Et quand tu apportes des idées, je ne sais pas, là où il y a la guerre, tu dis, voilà, moi, j'apporte telle stratégie pour la paix. Je ne pense pas qu'un homme peut bouder. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est les idées que tu emmènes, en fait, qui va vraiment te valoriser. Depuis que vous avez commencé dans la politique, ça fait un bon moment. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Il y a plusieurs difficultés, hein. Je commencerai par dire la peur, parce qu'on s'est dit, quand tu viens là-bas, voilà, c'est un monde où on peut t'empoisonner à tout moment, mais le poison c'est partout, même à l'église, hein. Donc c'est d'abord la peur et la perception des autres aussi, parce que c'est pas aussi facile d'être une femme politique. On s'est dit, voilà, si elle est arrivée là-bas, sûrement c'est la femme de tel. Et puis tu t'es dit, bon, j'ai pas envie de gâcher mon image. Mais après, tu t'es dit, non, dans la vie, on n'a pas seulement besoin de l'approbation des autres. On peut aussi évoluer sans attendre que tel nous dise, X fait ça et Y fait ça. Donc on s'est dit, voilà, je m'engage. Je vais me distinguer, c'est par mes idées, c'est par ma tête qu'on dira que voilà, c'est Noëlla, c'est pas une autre personne. Donc je me dis, on y va, avec le jugement, oui, je vais, mais après, c'est la fin qui justifie le moyen. Voilà, une dernière question, quelles sont vos aspirations politiques? Bon, il y a plusieurs aspirations, hein. Donc, comme on dit toujours, le miron des oreilles. Pour l'instant, je préfère garder ça pour moi. Je suis au PPRD, nous sommes dans l'opposition. Nous sommes là. Voilà, vous êtes là. Je vais dire rebonjour Madame Judith. Bonjour Madame. Infirmière. Oui. Vous êtes également secrétaire ou encore vous êtes au secrétariat général de la... Vous êtes secrétaire général de la santé publique, hygiène et prévention. Non, je suis au secrétariat, oui. Vous êtes au secrétariat général de la santé publique, hygiène et prévention. Oui. Comment ça se passe là-bas? Ça se passe bien. Ça se passe bien, Oui. Tout va parfaitement bien. Oui, ça va. Combien d'années déjà? 18 ans. 18 ans, waouh, c'est beaucoup. Félicitations en tout Merci. cas. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces métiers? Parce que vous êtes infirmière, chose que moi je ne pourrais pas faire. Vraiment, j'aimerais pas faire ça, voir tout le temps le sang piqué, des malades, vraiment, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Bon, ce qui m'a motivée, moi je voulais faire hôtesse de l'air. C'était vraiment ma passion. Et mon père m'a dit non, je veux que tu sois infirmière. Je lui ai dit non, pourquoi tu choisis? Mon père a dit non, quand tu grandissais, je te voyais. Donc, il faut que tu fasses ça. Et puis, j'ai écouté, parce que c'est à notre époque.
C'est pas dans cette époque ici, j'ai écouté mon père et puis je fais ce que je peux faire. Donc, c'était le désir de votre papa. Oui. Donc, vous avez juste accompli ce qu'il voulait. Oui. Et en vous, vous dites toujours qu'un jour, vous pouvez retourner faire l'hôtellerie? Je peux dire non, parce que j'aime mon travail, j'aime mon boulot. Et puis... Donc, vous avez pris goût, oui, malgré oui. que ce n'était pas ce que Oui, vous oui. vouliez. Oui, oui. Ok. Donc, comme je suis là, j'aime mon travail, j'aime mon boulot. Donc, je peux même me déplacer pour voir le patient. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aimer ce boulot? Ou au début, vous n'aviez même pas idée, aujourd'hui, vous aimez ce boulot? Bon, je peux dire au début, je n'aimais pas. Parce que quand je suis engagée, j'avais même doublé l'année. Parce que je ne voulais pas, j'avais même doublé l'année. Et au fur et à mesure, je suis en train de travailler jusqu'à ce que j'ai compris, non, non, c'est un bon métier. Il faut que je m'adapte, il faut que je me donne. Parce que, vous voyez, ça c'est un habit. Je peux coudre ça. Et puis, paf, il y a une erreur et tout ça, je peux acheter une autre. J'arrange pour ma cliente. Mais la vie de quelqu'un, c'est sacré. S'il y a une petite erreur, et puis quelqu'un part, vous voyez. Et puis j'ai eu cette soif-là d'aider les gens dans les moments de difficulté, d'être tout près des gens. Et bien, c'est ça ma passion. Voilà, en 18 ans de carrière, quel est un cas qui vous a vraiment compliqué et marqué? Vous vous dites, à chaque fois que vous vous rappelez de ces cas, ça vous donne des émotions. J'espère que ça vous est déjà arrivé. Oui. C'était quoi? Je peux dire, c'est un cas, il y avait un garçon de 7 ans. Il travaillait souvent avec sa maman. Et puis là où ils étaient, il y avait de fils de courant. Et puis paf, il y avait, je sais pas, il y avait quelque chose, et puis l'enfant s'est électrocuté et tout. Et après, comme il y avait le feu à côté, il y avait l'huile et tout ça, imaginez la suite. Quand on a amené l'enfant, vous ne pouvez pas voir sa peau. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je garde l'image de l'enfant, paix à son âme. Il était parti. Donc, il n'a pas survécu. Oui. Voilà, paix à son âme. Et quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées durant votre parcours, profession? Les difficultés, comme on parle sur notre sujet, les difficultés rencontrées, vous voyez, ici, dans notre pays, il n'y a pas assez de matériel. Pas assez de matériel. S'il y a de matériel, il y a d'autres coins, des hôpitaux qui ont déposé de matériel pour travailler. Or, ici, dans notre pays, nous sommes capables aussi de faire le commande de matériel au lieu à tout le temps de faire déplacer de malades en dehors du pays. Vous voyez. C'est là où vous à qui la faute? Moi, je ne peux pas donner la faute. Hein. Là, je ne peux pas donner la faute. Tu ne peux pas donner? Oui. Ok. Voilà, c'était Madame Judith Mabaya. Oui. Voilà, Madame Judith Mabaya. Elle nous a parlé de son parcours, des difficultés qu'elle a rencontrées et de souvenirs également. Alors, nous n'allons pas nous attarder seulement sur leur vie professionnelle, mais nous allons aussi parler des sujets qui concernent la femme. Comme je l'avais annoncé au tout début, nous avons 4 sujets sur quoi nous allons développer ensemble avec les dames qui sont sur ce plateau. Nous avons déjà développé 2 sujets. Il reste encore 2 autres à développer. Alors, le 2 autres, je vais l'annoncer pour qu'on commence avec le débat. Le premier sujet, on va parler de l'homosexualité. Parce que, comme je l'avais annoncé au début, on parle de la femme congolaise face aux réalités du XXIe siècle. Il y a tellement de réalités qu'on ne peut pas tout déballer ici. On aura le temps d'en parler après numéro et numéro. Aujourd'hui, en ce deuxième partie de notre émission, nous allons parler de l'homosexualité. Aujourd'hui, nous avons de transgenres,
nous avons de gays, nous avons de lesbiennes, chose qui n'était pas tolérable et acceptable au XXe siècle. Je crois qu'il y en avait, mais ce n'était pas fréquent. Et puis aujourd'hui, ils sont libres, ils vaquent à leur occupation, ils se marient, ils ont des enfants. Comment vous trouvez ces phénomènes selon vous, Madame Noëlla? Bon, moi déjà, par mes convictions, en tant que chrétienne, je ne peux que condamner. Mais il y a aussi la liberté de choix. Chacun est responsable de sa vie, bien que c'est Dieu qui décide. Je n'encouragerai pas mon enfant à prendre cette orientation sexuelle. Et je pense qu'avant, c'était quelque chose un peu en cachette parce que c'était une orientation sexuelle. Mais maintenant, là, je trouve qu'il y a un intérêt pécuniaire autour de ça. Et quand une situation s'attache à l'intérêt pécuniaire ou soit à l'argent, ça devient, comme on dit en lingala, kopujenda. Donc, tout celui qui a besoin d'argent se lance dans ça. Et raison pour laquelle le gens ne se cache plus. J'ai besoin d'argent, tu ne vas pas me nourrir. Si c'est la seule solution pour en avoir, c'est ma vie. Donc, moi, en tant que chrétienne, je ne soutiens pas ça, mais s'il y a une personne qui s'est décidée, tu ne peux que prodiguer un conseil, mais la décision revient à la personne. Donc, ce n'est pas une orientation sexuelle à encourager. Donc, que l'État congolais se décide. Voilà, jusque-là, l'État congolais ne s'est pas encore décidé parce qu'il n'y a pas encore une loi qui confirme l'homosexualité dans notre pays. Donc, voyons voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Madame Judith, à vous la parole. Moi, je peux dire l'homosexualité. Je suis chrétienne aussi. Je ne peux pas encourager. Je ne peux pas. Ce que je peux dire, vous voyez, pour le moment, les gens sont influencés. Nos jeunes sont influencés. Par quoi? Ils sont influencés par leurs amis. Ils voient l'autre et le bien et tout, là, tu le demandes. Madame Noëlla a dit c'est question d'argent. Oui, c'est ça, c'est que je dis, c'est influencé. Mais il y a d'autres qui le font pour le plaisir. Ils se disent, voilà, c'est mon orientation sexuelle et puis voilà, je ne le fais pas pour l'argent. Je me sentais femme dans un corps d'homme et puis voilà. Non, si vous voyez comme ça, sache-le qu'en bas, il fait ça pour de l'argent. Il fait ça pour de l'argent. Les gens ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas chercher. Quel que soit le niveau de titre, ils ne veulent pas travailler. C'est pour cela qu'ils sont influencés par rapport aux histoires qu'ils trouvent chez leurs amis. Et puis lui aussi ou elle veut aussi chercher dans un autre moyen. Vous voyez. Donc, pour moi, je ne l'encouragerai pas. Vous n'encouragez pas, selon vous, c'est question d'argent. Si les téléspectateurs, à vous aussi de nous écrire sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans, commentez. Selon vous, l'homosexualité, c'est quoi la cause? Les dames ont dit c'est l'argent. Rien que l'argent. Voilà. On passe à notre deuxième sujet. On va parler de la contraception. Les méthodes contraceptives pour les jeunes filles. Est-ce que c'est une façon de faire encourager ou vous êtes contre? Donc vous êtes contre ou pour, Madame Noëlla? Je pense que je ne peux pas dire que je suis contre. Parce que si ça nous épargne, ça épargne les femmes peut-être, ou soit ça aide les femmes à une planification familiale, c'est question de savoir comment le faire en fait. Donc, déjà, il y a pas 2 jours, je pense que j'ai échangé avec mon médecin sur ça. Il m'a dit, je pense qu'on doit discuter sur de méthodes de contraception. Comment je dis? Contraceptive en fait. Donc, je pense que c'est un moyen d'aider la femme à bien planifier
ces accouchements, ou soit on appelle ça planification familiale. Donc, bon, tant que j'ai pas encore échangé profondément avec mon médecin, je me réserve de dire que c'est mauvais. Parce que si un médecin vous conseille sur ça, je ne pense pas qu'il y a un truc caché ou soit un truc négatif. Bon, vu qu'on n'a pas discuté sur ça, j'ai pas eu quelques échos sur les inconvénients et quelques avantages et tout. Je me réserve un peu sur quelques commentaires sur ça, mais je pense que c'est une méthode pour aider les femmes à mieux planifier, à mieux espacer ses accouchements, soit à faire une planification familiale. Madame, vous, en tant que corps médical, quel est votre avis? Je peux dire, comme on parle de la femme, on parle aussi de jeune fille. Effectivement, là, je vais prendre le deux volets. Parce que là, moi, j'ai parlé de la jeune fille. De la jeune fille. La jeune fille. Oui, oui, je vais prendre le deux volets. Vous avez parlé de la jeune fille de quel âge, en fait? Déjà de 15, parce que déjà à 15 ans, une fille est déjà femme. Donc là, vous parlez d'une femme qui a déjà des activités sexuelles. Voilà. Bon, après, en tout cas, je me réserve, en fait. Je me réserve parce que c'est pas quelque chose à comment je peux dire, à interdire. Parce que quand on vous dit peut-être, c'est une façon de vous dire, voilà, c'est comme si on vous demande d'utiliser le préservatif. Vous pouvez pas dire que les préservatifs sont mauvais. Donc, c'est quelque chose qu'on vous donne pour, comment on dit, pour, comment, vous aider à ne pas attraper quelques maladies. Le préservatif, c'est ce qu'on nous dit. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que non, c'est pas bien d'utiliser le préservatif. Non, parce que si ça aide le genre, si ça protège, c'est pas quelque chose de mal. Donc voilà. La contraception, pour moi, je me réserve d'abord de commenter sur ça jusqu'à ce que j'aurai vraiment une discussion approfondie avec mon docteur. Peut-être aussi, il y aura une deuxième émission, je reviendrai pour dire, ah voilà, on m'a parlé des inconvénients, on m'a parlé aussi de bienfaits, voilà ce qu'il faut faire et tout. Voilà. Donc, heureusement que nous avons un corps médical au plateau qui va expliquer et expliciter sur ce point. Nous vous écoutons. Ok, c'est ça ce que je dis. Je vais parler en deux volets pour vous très bien vous expliquer. Premièrement, je vais parler pour la femme. La femme, quand je parle d'une mère qui a 3, 4, 5 enfants, 6 enfants, là, je dis oui, je suis pour. Parce que ça va l'aider à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. Ça va l'aider à espacer de l'enfant. Vous voyez, là, je suis vers la naissance de l'enfant. Là, je suis pour. Mais pour le jeune, là, je suis contre. Pourquoi? Parce que quand une jeune fille, je prends celle de 15 ans que vous venez de dire, on le place une méthode. Et après, quand elle va se marier, et puis elle va mettre au monde. Quand on enlève une méthode contraceptive, sachez que ça prend du temps pour qu'une femme puisse concevoir. Ça va lui pénaliser parce que quand on a une méthode contraceptive en toi, premièrement, tu vois le règle mensuelle de la femme. Ça sera plus comme d'habitude. Les autres, il y a l'arrêt du règle menstruelle. Donc, des autres, il y a bouleversé. Des autres, il y a assez abondante. Vous voyez, c'est pour cela qu'on ne conseille pas aux jeunes filles d'utiliser ces méthodes. Donc, là, je suis contre. Vous êtes contre? Oui. Voilà, nous chutons petit à petit vers la fin de cette émission. J'ai 2 dames qui sont mères. Donc, on va également parler de l'éducation des enfants. C'est très important. Oui. Alors, en tant que mère, y a-t-il de limites à imposer dans l'éducation? Vous dites que, bon, certes, je suis mère, je suis parent, mais je me place des limites avec l'éducation de mon enfant. Y a-t-il des limites à ces données que non, là, je ne peux pas dire, là, je ne peux pas faire, parce que selon vos propres raisons, il y a des parents qui ne parlent pas de sujets tabous avec des enfants, par pudeur, si je peux le dire comme ça. Alors, selon vous, y a-t-il de limites dans l'éducation de l'enfant? Bon, c'est vrai que lorsque nous avons grandi, il n'y avait pas d'Internet. Hein? Donc, s'il faut avoir une idée sur comment être une femme, il fallait en parler avec sa maman. Et aujourd'hui, si tu ne dis pas à ton enfant peut le découvrir autrement par ses propres recherches.
Et quand on découvre, on s'élance directement, aveuglement. Mais lorsqu'on est orienté par une mère, c'est avec de précision, c'est avec de limites aussi. Donc, je pense que face à la réalité d'aujourd'hui, nous sommes obligés de mettre de côté un peu notre petite honte africaine pour dire que je suis maman, je ne peux pas dire ça. On doit vraiment parler à nos enfants dans toute sincérité, en tout ce qui concerne la vie sexuelle et aussi la vie active en tant que femme dans la société et comment elle doit se comporter à l'école avec ses amis garçons. Je pense que c'est important. Parce que si elle découvre ça d'une autre façon, elle peut se lancer aveuglement et les inconvénients. Donc, selon vous, il n'y a pas de limite dans l'éducation. En tout cas, pour l'instant, avec la réalité actuelle, avec la vitesse de l'Internet, je pense qu'il faut s'adapter. Donc, il faut s'adapter comme une barrière, en fait. Comme une barrière pour aider son enfant. Voilà. Madame Judith? Merci beaucoup. Je vais rejoindre la dame pour dire que maintenant, là, c'est un monde d'Android. Les enfants vont découvrir les amis et tout ce qui va avec. Donc, ce qui est important, que nous, le maman, que nous puissions briser d'abord cette limite, d'éduquer les enfants, de montrer aux enfants la réalité. Vous savez, quand vous montrez aux enfants la réalité, ça va lui permettre de ne plus s'avancer, de ne plus s'approcher. Vous voyez? Je peux vous donner un petit exemple. Je ne peux pas le faire comme nous sommes en direct de la télé. Je ne peux pas, mais je peux vous donner un petit exemple. Je peux parler même de l'un de ma fille. Vous voyez, à l'université, il y a l'un de l'a dit, tu vois, même si tu n'es pas vierge, quelqu'un peut t'épouser. Donc, vous voyez des choses pareilles. Mais quand toi, maman, tu as déjà mis quelque chose, un soubassement et tout, l'enfant directement, elle va venir vous relater ce qu'elle a écouté. Mais si vous mettez de barrières, ça sera difficile de communiquer avec les enfants. Vous voyez, ça sera difficile. Donc, la première règle, c'est de briser d'abord une barrière ou encore des barrières. Mais si vous ne le faites pas, sachez-le que les amis, l'Internet, ils vont l'apprendre. Et puis, quand elle va prendre la vitesse, là, ça sera vraiment difficile de l'attraper. Vous voyez, tu peux chercher partout le moyen, mais comme elle a déjà découvert ça dehors, pour moi, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Je rappelle le thème officiel des Nations Unies. C'est pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Madame Noëlla, je me répète encore. Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Que vous dit ce thème selon vous? Comment vous pouvez l'expliquer? Bon, je peux dire que c'est un thème répétitif. On a toujours dit ça, on a toujours dit que les femmes ont des droits et tout. Vous avez dit droit. Droit, égalité et autonomisation. Autonomisation. En tout cas, je pense que je peux dire que c'est un slogan de tout le jour. C'est un slogan de tout le jour où on est en train de répéter aux femmes que vous avez le droit, vous êtes égal à l'homme et vous devez aussi vous placer parce que l'autonomisation, c'est être en mesure de produire, en mesure de être autonome, se prendre en charge en fait. Et je pense que c'est, en tout cas, c'est le slogan de tout le jour pour les femmes. Et si on répète ça, c'est parce qu'on s'est dit, il y a plusieurs femmes qui sont encore en arrière en fait. Il y a certaines seulement qui se sont positionnées, mais les femmes doivent rejoindre les autres. On doit se battre en fait. Il ne faudrait pas que quand on arrive à un moment, non, non. Le droit, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas un droit pour ceux qui ont étudié et ceux qui n'ont pas étudié. Le droit, c'est pour tout le monde. Toutes les femmes ont droit à la vie. C'est le droit de tous. Toutes les femmes ont droit de travailler. C'est le droit de tous. Maintenant, c'est à vous de vous engager, en fait. Je défends mes droits. J'ai mon homme. Nous sommes égales par rapport aux capacités intellectuelles.
À la maison, c'est le chef de la famille, parce qu'à la maison, il y a aussi de postes bien déterminés. Voilà. Mais sur le plan, dans la société, nous sommes égaux, parce que de la même façon, il a le droit de travailler. Moi aussi, j'ai le droit de travailler. Et quand on parle de l'autonomisation de femmes, je peux dire que ça prend quand même de l'ampleur, parce que il n'y a pas de femmes qui restent à la maison. Chaque matin, tu verras, il y a de mamans qui vendent de pain. Elles se cherchent. Mais malheureusement, ce qu'elles gagnent ne permet pas à ce que ça soit vraiment visible, en fait. Elles gagnent pour manger directement. Elles ne savent pas s'épanouir. Parce que le peu qu'elles gagnent, elles mettent ça dans, comment je peux dire, dans la vie de chaque jour, dans la vie quotidienne. Et du coup, elles ne savent pas épargner pour s'épanouir. Et c'est ce qui bloque un peu. Donc, moi, je dirais, au-delà de l'autonomisation, que l'État congolais puisse aussi accompagner les femmes. Comment? Par de financement. L'accompagnement peut se faire par de financement, de formation aussi, parce qu'il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs filles, même filles aussi, de filles de femmes aussi à devenir. Il y a plusieurs filles qui ont besoin peut-être d'être formées, mais ils n'ont pas assez de moyens. Mais si l'État congolais peut peut-être aider par de formations et tout au fur et à mesure, on aura quand même, on va se retrouver avec un groupe de personnes bien outillées en fait. Parce que là, il y a plusieurs blocs. Il y a un bloc de femmes qui ont étudié, il y a un bloc de femmes commerçantes, il y a un bloc maintenant des influenceuses. Donc, on a maintenant plusieurs couches. Il y a aussi un bloc de femmes qui ne savent pas où c'est situé. Voilà, c'est situé, voilà. Et du coup, quand tu es là, il y a une autre personne qui te dit non, nous sommes des influenceuses. Et donc, vous sentez qu'il y a un peu du désordre, en fait. Il y a un peu du désordre. Et si on essaie de former un bloc, ok, tu es influenceuse, mais comment on peut encadrer? Comment on peut encadrer? Oui, mais lorsque tu engages le pays, lorsque tu vas à l'extérieur du pays, comment tu te présentes? Comment tu vends le pays, l'image du pays? Est-ce que c'est par des insultes? Et tout ça, ça rabaisse un peu l'image de la femme congolaise. Et moi, je pense que si l'État congolais accompagne les femmes par des financements, par des formations, ça va vraiment nous aider. On parlera de droits, parce qu'on maîtrise nos droits. On parlera de l'égalité, parce qu'on respecte l'homme, mais on sait aussi que nous pouvons faire comme les hommes. On parlera de l'autonomisation, parce qu'on sait produire. On sait aussi épargner quelque chose pour nous épanouir. Donc, je dirais un peu ça. Donc, c'est un terme répétitif, mais on répète ça parce que les femmes ne s'engagent pas assez, en fait, dans la cause. Voilà. Madame Judith, le thème national de cette année, c'est la Congolaise au centre de toutes les attentions. Comment vous pouvez l'expliquer? La Congolaise au centre de toutes les attentions. Oui, ce que je peux expliquer, je peux prendre un peu ce que madame vient de me dire. Vous voyez, nous, les femmes, il y a des fois, on recule. On recule, on a peur d'affronter la réalité, d'affronter des choses. Vous voyez, d'affronter s'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose pour s'épanouir. Et la femme peut dire non, je m'abstiens parce que là, je ne peux pas arriver. Je me mets des limites. Bon, il y a déjà des limites qui ont été déjà imposées. Et tout, ça, je ne saurais pas et tout qu'on soit. Donc, vous voyez, oui, c'est par rapport à ça. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Mais nous ne pouvons pas nous séparer sans pour autant que les deux dames puissent placer un mot pour les femmes de l'Est qui vivent des atrocités. Alors, Madame Noéla, pour ces femmes, quel est votre message? Un message fort pour leur réconforter. C'est difficile de réconforter une personne en détresse, mais c'est aussi méchant de ne pas compatir avec ceux qui pleurent. Pour la situation de l'Est, je dirais à toutes les femmes, c'est vrai que la situation a traîné, c'est vrai que nous sommes en train de pleurer avec vous, mais ne vous laissez pas faire. C'est un monde où les choses vont peut-être changer, nous y croyons, parce que l'État congolais va s'engager vraiment totalement pour nous accorder la paix, nous emmener la paix dans la partie Est. Mais tenez bon. Tenez bon, c'est le message fort de Madame Noéla Koya-Diallo, femme engagée en politique et présidente de Prestige Club.
Madame Judith? Moi, je dirais que je sais qu'en ce moment ici, il y a pas seulement de femmes, il y a aussi des enfants. Et on vous soutient par nos prières. Sachez que vous n'êtes pas seuls, même si nous sommes loin, mais nous sommes là avec vous. Et par rapport à nos prières, nos soutiens, nous croyons que Dieu fera quelque chose et puis la situation va se déclencher. Okay, voilà, c'est la fin. Madame Judith, Madame Noëlla, merci d'être passée sur mon plateau. On ne peut pas quand même se séparer sans pour autant que vous puissiez saluer vos personnes chères qui vous ont suivi. Madame Noëlla. En ce mois de mars, dédié aux droits de la femme, j'aimerais ici saluer mon cher époux, M. Cédric Mengi. Merci pour l'amour que tu me fais ressentir. Merci pour ton accompagnement parce que ni t'étais ton accompagnement, je n'allais pas être aussi forte. Et merci à ma famille, à mes enfants, à ma petite sœur Keren Kanda. Bon mois de mars à toutes les femmes congolaises. Madame Judith. Moi également, je salue mes enfants, je salue ma famille, je salue mon pasteur, je salue ma soeur, je pense que d'un moment à l'autre, elle essaye de voir comment l'émission se passe pour suivre. Je te salue, donc je salue mon église. Je vous aime beaucoup. Merci. Voilà, moi je dis un grand merci à toute l'équipe technique. Merci de m'avoir accompagnée durant ces 1 heure de bonheur, 1 heure de gaieté, 1 heure de formation ainsi que d'information. Je dis aussi un grand bonjour à ma famille et je dis aussi un grand bonjour à Andy Toko et pourquoi pas le berger Costa Cavod. Au revoir, on se retrouve pour un prochain numéro sur la même chaîne à la même heure. Bye.